Aujourd'hui, on plonge dans une analyse qui touche au cœur même de nos droits. Une question centrale, notre humanité, est-ce un fait ou une simple autorisation administrative? C'est le point de départ de toute la réflexion. Voilà, la question est posée, et elle est vertigineuse. Est-ce que notre statut d'être humain est une réalité objective, qu'on ne peut pas discuter, ou est-ce que c'est juste une étiquette juridique, une sorte de statut que la loi accorde et qu'elle pourrait donc potentiellement moduler ou même retirer? Alors, pour tenter d'y répondre, la source nous invite à bien faire la différence entre deux types de règles, deux catégories qui organisent notre société. Et bien comprendre cette distinction, c'est vraiment la clé pour saisir tout le raisonnement qui va suivre. D'un côté, on a ce qu'on appelle la convention sociale. Pensez au permis de conduire ou à l'âge de la majorité. Ce sont des accords qu'on passe entre nous pour que la société fonctionne. Ça régule ce qu'on a le droit de faire. Et bien sûr, c'est subjectif, ça change d'un pays à l'autre. Et de l'autre côté, il y a l'universel. Là, on change complètement de registre. L'interdiction de tuer, par exemple. Cette règle, elle ne protège pas ce qu'on fait, mais ce qu'on est. C'est un principe objectif qui s'applique partout, tout le temps. Et c'est là qu'on touche au point crucial de l'analyse. Le problème, c'est qu'en séparant l'être biologique de son statut légal, la loi ferait basculer l'humanité du côté des conventions. Du coup, être humain, ça devient une règle subjective, quelque chose que la loi peut accorder, moduler. Finalement, l'humanité cesse d'être un fait pour devenir une permission. Bon, maintenant qu'on a vu ce glissement conceptuel, voyons comment le droit tente de justifier cette position. L'idée qui est mise en avant, c'est celle d'une sorte d'humanisation progressive, comme si on devenait humain petit à petit, par étapes. Pour ça, le cadre juridique se base sur 3 seuils. 3 critères biologiques pour décider à quel moment un fœtus est, on va dire, suffisamment humain pour mériter la protection de la loi. On parle de viabilité hors de l'utérus, d'apparition de la conscience et d'une activité cérébrale dite organisée. Mais la question que pose la source, c'est est-ce que ces critères tiennent vraiment la route? Alors, prenons le premier critère, la viabilité. C'est intéressant parce que l'analyse le décrit moins comme un repère humain que comme un repère technologique. En fait, la viabilité d'un fœtus dépend directement des progrès de la médecine. Et puis, il faut être logique. Un nouveau-né, il n'est pas viable tout seul non plus. Il est dans un état de dépendance totale. Donc l'autonomie à ce stade, c'est un peu une fiction. Ensuite, la conscience. Là, le terrain est encore plus glissant. Si on prend le fameux test du miroir, par exemple, on sait que certains bébés ne se reconnaissent pas avant 18 mois. Est-ce que ça veut dire qu'un bébé de 6 mois n'est pas humain? On voit bien que ça mène à des conclusions pour le moins troublantes. Et ça illustre parfaitement le dernier problème. Le terme d'activité cérébrale organisée, qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est juridiquement très flou. De quelle organisation parle-t-on? De la toute première connexion neuronale ou de la maturation complète? Le droit reste dans le vague et ça crée une norme qui n'est ni claire ni stable. Et c'est ici que les problèmes théoriques deviennent soudainement très, très concrets. On les découvre au cœur d'une incohérence assez profonde de notre système pénal. L'article nous propose un scénario qui expose cette contradiction de façon absolument saisissante. On parle d'un acte identique commis contre un fœtus de 7 mois. Regardez bien. La peine pour avoir mis fin à la vie de ce fœtus de 7 mois dépend entièrement de son emplacement. S'il est dans l'utérus, c'est qualifié d'interruption de grossesse, et la peine maximale est de 5 ans. S'il est en dehors de l'utérus, même de quelques secondes, ça devient un homicide volontaire, puni de 30 ans. C'est le même individu, le même acte, mais pour la loi, ce sont 2 choses radicalement différentes. Visuellement, c'est juste sidérant. La différence est énorme. On passe de 5 à 30 ans. Quelques secondes et quelques centimètres multiplient la peine par 6. C'est quand même fou de se dire que pour un acte qui est intrinsèquement le même sur le même être vivant, la conséquence légale soit si différente. La conclusion de l'analyse est donc que la loi ne juge plus la nature de la victime ou la nature de l'acte, mais bien une fiction juridique basée sur la localisation. L'humanité, dans ce cas précis, devient une simple question de géographie, une convention territoriale. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Quel est l'impact de ce divorce apparent entre la loi et la réalité biologique? La conclusion de la source est sans appel. En transformant l'humanité en une convention, on la rend précaire, ajustable. Pour que le droit à la vie soit un vrai principe fondamental, il doit s'appuyer sur quelque chose de stable, un critère rationnel et universel. Et selon cette analyse, la seule base qui soit à la fois objective et scientifique, c'est la réalité biologique elle-même. L'existence d'un individu humain unique, identifiable par son ADN, et ce, dès la fécondation. Et cette analyse nous laisse avec une question finale, une question fondamentale pour notre système juridique. Si la loi décide de s'émanciper du réel, de la biologie, alors sur quel socle solide peut-elle encore prétendre reposer ?